Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte. C'est cool, je vois qu'il y a des gens qui participent à presque tous les ateliers, tous les webinaires. Bon, le temps que tout le monde arrive, je vais rappeler rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on fait chez Modulotech. Donc, chez Modulotech, on a créé le réseau Modulo, qui est un réseau de développeurs juniors. Tout l'ADN de ce réseau, tout l'enjeu de ce réseau, c'est comment booster l'employabilité des développeurs juniors. Et donc, on organise, entre autres, des webinaires toutes les semaines. Où on a des experts tech, des développeurs qui sont en poste, par exemple, qui viennent nous partager leur expérience. Donc, c'est le cas aujourd'hui avec Alexis qui vient gentiment nous partager son expérience chez Le Bon Coin. Et puis, on organise aussi des ateliers qui sont un petit peu plus techniques, notamment autour des pratiques craft. Comme ce soir, on organise un atelier autour du DDD. Donc, pour ceux qui veulent participer, je mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Et donc, voilà, on organise tout un tas de choses, notamment pour booster l'employabilité des développeurs juniors, pour que vous puissiez, en entretien, parler de sujets qui vous intéressent et vous rendre, entre guillemets, plus vendable. Voilà, Alexis, je pense que tu peux commencer à te présenter. Les gens vont arriver un petit peu au compte-gouttes. Ok. Tu m'entends là encore? Je sais plus si je t'ai... Ouais, je t'entends bien. Ok. Eh bien, du coup, moi, c'est Alexis Détré, j'ai 26 ans. Pour parler un petit peu de ma formation à la base, j'ai fait Epitech, j'ai fait la promo 2018. J'ai fait, donc, dans mon cursus Epitech, une année à l'étranger, aux États-Unis, c'était plutôt cool. Et du coup, en parallèle de mes études, j'ai monté une auto-entreprise où je faisais un peu tout. J'avais pas de spécificité claire, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je prenais un peu toutes les missions qui venaient, et donc je faisais un peu tout, dev front, dev back, sysadmin, et plusieurs langages. J'ai travaillé en JS avec jQuery, pour ceux qui connaissent encore, JS avec Angular, C++, Python, Go. Et les missions étaient diverses. Ça partait sur du développement de fonctionnalités ou des tests de charge ou de la R&D, de la maintenance, déployer des nouveaux services, déployer une CI, une CD, ce genre de choses. Et du coup, à la fin de mes études, je suis allé au Bon Coin, d'abord en stage, puis j'y suis, là, toujours en CDI, depuis 4 ans. Pour dire quoi? Pour dire côté Le Bon Coin, j'ai travaillé dans 2 équipes avant de passer lead. Alors, lead, je reviendrai dessus ça. Dans 2 équipes. Pardon Alexis, je t'interromps juste une petite seconde. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer ce que tu faisais en stage chez Le Bon Coin? Ouais, carrément. Eh ben, ça, c'est ma première équipe. C'était ma première mission au Bon Coin. En stage au Bon Coin, ce que j'ai fait, la mission initiale, c'est pas la mission sur laquelle j'ai travaillé. Donc, ma mission de stage, c'était créer un portail pour gérer les permissions du service OAuth du Bon Coin. Donc, en gros, pour donner un peu de contexte, Le Bon Coin fait une transition d'une façon d'authentifier les utilisateurs qui était un peu homemade vers quelque chose de beaucoup plus standard qui est OAuth 2. Et ce qu'on voulait faire, en fait, c'est donner plus de droits à certains utilisateurs, donc par exemple des développeurs ou des gens du service client. Et on voulait créer, donc ma mission de stage, c'était de créer un portail, donc quelque chose de graphique, mais de moche. Concrètement, j'étais là pour faire du back-end, pas plus que ça du front. Et donc, quelque chose de graphique sur lequel tu pourrais dire, voilà, je cherche un utilisateur, et puis ce utilisateur-là, je lui assigne des droits, ou je lui retire des droits. Et donc, la team qui faisait ça, c'est la team identité. À l'époque, le scope, le périmètre fonctionnel de cette team était très large. Ça comptait l'authentification des utilisateurs, l'identification des utilisateurs, l'autorisation des utilisateurs. Et c'était une transition vers quelque chose de beaucoup plus standard et beaucoup plus complexe. Du coup, aujourd'hui, Identité n'a plus ces responsabilités-là. Identité, c'est une team qui existe toujours, mais elle s'occupe plus des informations qu'on connaît sur l'utilisateur, son adresse mail, son adresse, par exemple. L'idée, c'est de rassurer. Donc, en gros, les notations, etc., tout ça, c'est chez Identité. Et du coup, la team qui s'occupe de l'authentification aujourd'hui, c'est une team qui fait que ça. Et du coup, ma mission de stage, c'était ça, mais en fait, j'ai très peu travaillé sur ce sujet puisque c'était tout nouveau en fait quand je suis arrivé. Et il y avait trop d'inconnus partout, il y avait tout qui était challengé et j'avais pas vraiment de base pour construire ce portail. Et donc du coup, j'ai très vite été intégré dans
dans les sujets produits de la roadmap produit du Boncoin dans l'équipe identité. À l'époque, c'était l'arrivée de la loi RGPD, RGPD en français, sur la régulation des accès aux données de l'utilisateur et justement au consentement sur le fait combien de temps tu dois garder les données, quand il supprime son compte, tu dois tout supprimer, etc. Et tout ça, c'était pas nouveau au Boncoin, mais c'était beaucoup plus officiel. Il fallait faire des interfaces plus précises et puis il fallait se connecter avec Adevinta, parce que le Boncoin, c'est une société qui appartient au groupe Adevinta. Et donc, quand on partage des données d'utilisateurs dans le groupe, il faut évidemment que toutes les données du groupe, toutes les entités du groupe suppriment ces données aussi. Et donc voilà, c'était ma première vraie mission finalement, c'était de travailler sur connecter via des services que nous on crée la data platform Adevinta avec les données qu'on a du Boncoin. D'accord. Et tu travaillais du coup plutôt en bac à ce moment-là? Ouais, j'ai été recruté. Alors à la base, moi, ma volonté, c'était d'être admin 6 au Boncoin. SRE, admin 6, les namings, on pourra redéfinir. Mais ouais, l'idée, c'était de travailler sur tout ce qui était infra. Parce que c'était ce que je faisais dans mes dernières missions en auto-entreprise. Et le Boncoin, en stage, m'a dit c'est un peu touchy, on n'est pas hyper à l'aise à te donner les clés de prod littérale. Et puis je peux comprendre parce que c'est pareil, c'était un gros chantier de transition. Et donc du coup, on s'est dit tiens, ok, je fais une période en back-end. Moi, ça me déplaisait pas du tout l'idée de dev back-end parce que c'était ce que je faisais à Epitech. Globalement, je faisais beaucoup de langage bas niveau et plus back-end entre guillemets. J'étais pas trop interface front et du coup ouais voilà, je suis parti dans ça. J'ai travaillé dans donc les équipes produits identité en tant que dev back-end en stage, et donc ma mission de stage je l'ai presque pas du tout touchée finalement. On a très vite dévié sur autre chose. Mon école était d'accord, le Boncoin était parfaitement à l'aise, moi j'étais encore plus à l'aise puisque j'ai galéré pour rien sur des trucs qui n'étaient pas prêts. Donc du coup tout le monde était content de switcher sur cette mission là. Et donc voilà, on a attaqué le sujet RGPD. C'était plutôt cool, ça m'a permis de voir un petit peu si toutes les données du Boncoin, toutes les équipes qui les utilisent, comment c'est connecté avec les entités extérieures du Boncoin, mais qui sont dans le groupe Adevinta. Et donc voilà, c'était ma première mission. Et ensuite, j'ai travaillé sur ce qui était KYC, donc Know Your Customer. L'idée, c'est de vérifier les pièces d'identité si jamais l'utilisateur voulait un badge vérifié. L'idée, c'était toujours d'augmenter l'objectif de la FT identité, c'est d'augmenter la confiance qu'ont les utilisateurs entre eux. Et donc, par exemple, mettre un badge identité vérifié, ça rassure des utilisateurs pour faire les transactions sur le site, pour se voir en face à face, pour faire ce genre de choses. Et donc, voilà, l'idée, c'était de se connecter avec un prestataire de KYC. On n'a pas ce titre-là, nous. On ne stocke pas les pièces d'identité, on ne stocke pas d'informations comme ça. Mais voilà, c'était de se connecter avec ça et voir comment on peut rebondir, uploader les pièces d'identité, les fournir aux prestataires. Le tout dans les réglementations de loi hyper strictes associées. Enfin, voilà. Ouais, c'est assez touchy. Et je me demandais, quand tu es arrivé chez Le Boncoin en stage, est-ce que tu avais un onboarding un peu standardisé? Enfin, est-ce que tu as pu rapidement coder et implémenter des choses? Ouais. L'onboarding que moi j'ai fait et l'onboarding qu'il y a aujourd'hui est légèrement différent. Ça a eu le temps de pas mal changer en 4 ans. Moi, je vais préférer te décrire celui qu'il y a aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, oui, c'était très rapide. En fait, entre le moment où tu arrives dans le Boncoin et le moment où tu codes pour de vrai, un truc qui n'a pas changé, c'est que tu as une semaine d'intégration où en gros, toutes les équipes un peu conceptuelles du Boncoin, genre par exemple la data, la fraude, le service client, les commerciaux, les guildes back-end, front-end, etc. Tous ces concepts un peu forts dans l'écosystème Le Boncoin font des présentations pendant une semaine pour dire voilà, coucou, c'est nous, on fait ça au Boncoin, on fait ça un peu comme ça, c'est marrant, regardez, ça, c'est ce qui se passe quand vous faites ça, etc. Donc voilà, il y a plein de petits liens qu'on peut raccrocher de ce que nous, on connaît un peu du Boncoin sans y avoir jamais travaillé, des choses qu'on ne se doute pas qu'existent et qui justifient aussi le fait qu'on est beaucoup au Boncoin, en fait, parce qu'il y a plein de parties de produits qu'on ne connaît pas. Et donc, ouais, il y a une semaine d'intégration, donc des présentations, énormément de présentations. Du métier, des métiers produits et des métiers, entre guillemets, des développeurs qui travaillent, le service juridique, etc. Enfin, toutes ces choses-là. On voit aussi des concepts comme les guildes, des rassemblements en fait, de développeurs qui font le même métier, dont l'objectif est de justement partager la connaissance,
diffuser un peu les bonnes manières de faire ou revoir un peu des choses qui n'ont pas marché, itérer sur des composants qui seraient communs, etc. Donc les présentations des guildes, présentation de l'orga de toute la boîte. Donc aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est plein de tribes. Alors je parle de product and tech, là, je ne vais pas m'éloigner dans tout ce qui est RH juridique, etc. Mais pour tout ce qui est produit and tech, il y a donc des tribes. C'est des rassemblements de feature team. Et une feature team, du coup, c'est quoi? C'est une équipe qui est chargée en autonomie d'une toute petite partie du produit Le Bon Coin. Donc par exemple, il y a une team chargée du dépôt, voilà, du dépôt d'annonces. C'est une team, sa seule responsabilité, c'est le dépôt d'annonces. Donc, que ça soit côté front, côté front web, côté front iOS, Android, tout ce qui est communication de l'annonce déposée avec l'enregistrement de cette annonce via des services back-end, la publication de cette annonce dans des flux d'événements, etc. Tout ça, c'est cette équipe qui s'en occupe. Cette équipe appartient, donc ça c'est une feature team, il y a un product owner, il y a un manager, il y a tous les devs associés, il y a un QA pour faire les vérifs et tout. Et cette équipe, en autonomie, donc travaille sur des sujets produits associés à ce périmètre-là. Et donc, elle travaille sur ça, mais il y a plein d'équipes qui sont dans le même thème, entre guillemets, qui est l'annonce. Et l'annonce, ça fait partie d'un truc qu'on appelle le cercle vertueux du Bon Coin. Et donc, du coup, la tribe, c'est cercle vertueux. Et donc, il y a plein de petites équipes dans cette tribe. Et il y a plusieurs tribes dans lesquelles il y a des thèmes. Donc, il y a une tribe qui s'appelle transaction, dans lequel on va s'occuper surtout du paiement, d'organiser un petit peu les parcours transactionnels avec le service client, ce genre de choses, etc. Et donc, on présente tout ça dans cette semaine d'intégration. Est-ce que alors si j'ai bien compris, la feature team, c'est pas la même chose que la tribe? Non, la tribe, c'est un grand ensemble de feature team. Ouais, c'est ça. En fait, une tribe, ça permet de réunir des feature teams dont le produit est très proche. Il y a des nouveaux concepts encore aujourd'hui, c'est des crews, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de dire une feature team, c'est censé être assez petit et c'est censé être autonome, avoir toutes les ressources en termes de développeurs, en termes d'accès à ce qu'il faut, etc., pour évoluer sur ce périmètre-là. Et donc, du coup, ouais, l'ensemble de toutes ces fonctionnalités qui sont dans des teams différentes, on les réunit dans une tribe et ça permet en fait d'avoir tous les managers de toutes ces équipes-là, ils ont le même manager. Tous les product owners de toutes ces feature teams-là, elles ont le même manager produit, etc., etc. Ça permet d'être un peu plus proche en termes de localisation dans les locaux. Ça permet aujourd'hui, par exemple, les guildes, on les appelle des maisons. En fait, c'est aussi regrouper tous les développeurs de la même tribe dans les mêmes guildes pour pouvoir avancer ensemble en fait et rester un peu proche. Ça fait partie de l'ADN du Bon Coin. Dans les valeurs, il y a la proximité. Et du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de co-localiser en fait les gens avec qui on travaille régulièrement au même endroit et participer, par exemple, à, je sais pas moi, comment on appelle ça, les sorties qu'on fait en team en dehors, j'ai oublié le nom. Bref, bon, voilà, de faire des événements entre teams. Voilà, ça sert à ça une tribe en fait, c'est simplement regrouper ces teams-là ensemble, prendre des directions, prendre des sens ensemble, et surtout avoir les mêmes managers et les mêmes. Avoir que tous les managers aient le même manager et tous les product owners ils aient la même direction produit, ça donne de la cohérence, quoi. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a une question là dans le stage, les feature teams sont-elles permanentes ou ne durent-elles que la durée du développement d'une feature? Alors, c'est des concepts qui sont en permanence challengés aujourd'hui, ces concepts-là, le feature team. On a des nouveaux concepts qui arrivent, qui sont les mission teams. Alors, les mission teams, c'est des teams qui ont une mission, et la durée de vie de la team, c'est la durée de vie de la mission. Les feature teams, à l'inverse, théoriquement, ne devraient pas trop bouger. En pratique, vu que Le Bon Coin grossit énormément et grossit très vite, et on a toujours besoin de plus de teams, on rechallenge très régulièrement le scope de chaque feature team pour soit le modifier, soit le restreindre un peu, soit lui donner plus de trucs. Du coup, oui, elles sont fixes et en même temps, elles bougent un peu. Ouais, elles évoluent. L'objectif, c'est pas de détruire une feature team. L'objectif, c'est de préciser, je pense, son périmètre produit. S'il y a besoin d'accélérer encore un peu plus, on va réduire le périmètre et on va créer une autre équipe qui va faire ce autre bout de périmètre avec peut-être un autre périmètre. Voilà, Ok. Et est-ce que les membres justement d'une feature team, ils peuvent aisément un peu switcher
si au bout de quelques temps, ils se disent, voilà, cette feature, j'en ai un peu marre, j'aimerais bien aller voir autre chose. Ouais, Est-ce que carrément. la mobilité se fait facilement? Carrément, l'objectif, alors je ne sais pas si c'est facile, en tout cas c'est clairement la volonté que ça le soit. L'objectif du concours, c'est évidemment de ne pas perdre les personnes qui sont plus intéressées par une partie de produit et qui aiment la boîte, qui veulent continuer de travailler dans la boîte, mais qui veulent travailler sur autre chose. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Alors moi, je vois que le prisme côté back-end, mais oui, il y a des mobilités internes qui se font. C'est censé être plutôt facile, mais c'est encore quelque chose qu'on ne fait pas assez. Mais on pousse le plus possible pour faire ça. Ok. Pour permettre aux personnes de faire ça. Ok, et du coup, là, on était resté à ton essence de stage. Est-ce que tu peux me dire après, justement, comment tu as glissé vers ton emploi après et ce que tu as fait, dans quel langage? Ouais, du coup, pour revenir, j'étais chez Identité et en stage chez Identité. Donc là, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Moi, j'étais très content. Et donc, du coup, je suis resté dans cette team. Ils m'ont pris en CDI. Et donc, la transition, en fait, je ne l'ai même pas vue concrètement, à part changer de contrat, quoi. Il ne s'est rien passé d'autre pour moi. Je faisais la même chose qu'avant, je travaillais avec les mêmes personnes qu'avant, j'avais le même matériel qu'avant. Il n'y a pas eu de distinction, quelque chose qui est quand même hyper positif, c'est qu'on me parlait de la même façon que je sois stagiaire ou CDI, on me faisait la même confiance, on me donnait la même attention, et donc c'était hyper intéressant. Et donc ouais, j'ai continué chez Identité pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Puis après, justement, on parlait de mobilité interne, mais après, je me suis dit, tiens, bon, Identité, c'est pas que j'ai fait le tour, hein, il y a tellement de choses à faire dans cette équipe, mais c'est plus, tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être encore plus stimulantes et plus intéressantes. Et du coup, pour moi, j'ai trouvé l'équipe bien de conso, donc dans la travail de transaction. C'est une équipe qui est chargée en fait de favoriser la concrétisation d'une transaction en agrémentant le parcours transactionnel de plein d'options. Donc par exemple le paiement en ligne, la livraison, le fait d'avoir le support du service client, plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est justement de créer ces parcours qui lient toutes les équipes qui s'occupent de ces périmètres très petits. Enfin, très petits, c'est relatif. Un paiement, c'est très gros. Le service client, c'est très gros, mais c'est un périmètre produit petit par rapport à tout le parcours transactionnel et tous les périmètres qu'on touche. On touche l'annonce, on touche identité, on touche, je sais pas moi, GDPR, on touche plein de choses en fait dans un parcours transactionnel. Et donc l'idée, ouais, ça va être de lier tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que on a directement la satisfaction de l'utilisateur. Dès que quelque chose se passe mal, on sait que ça se passe mal, mais quand quelque chose se passe bien, on le sait aussi, et ça, c'est cool. Alors qu'identité, c'était plus, tant que ça se passe bien, bon, bah, tout le monde s'en fiche, mais le jour où ça pète, là, tout le monde crie, quoi. Donc, et quand je dis tout le monde, je parle des utilisateurs, hein, je parle pas des gens en concours. Et donc là, en fait, dans ton stage, c'était que du bac, et là, pareil, tu restes en bac. Ouais. Bah, concrètement, j'ai été recruté pour être dev backend. Donc, ma fiche de poste, c'est dev backend. Il n'y a pas le langage sur la fiche de poste, mais concrètement, au Boncoin, ça dépend des teams, mais globalement, on fait que du Go. Donc, quand tu es entré en stage, tu étais directement sur du Go? Ouais, exactement. Côté identité, il y a un peu de legacy. Et donc, du coup, il y a des comment dire? Il y a des mince. Il y a des services qui sont faits en fait dans d'autres langages que ça. Il y a du PHP, il y a des trucs assez horribles, des procédures stockées Postgre qui sont lancées à partir de trucs qui s'appellent des trans, bref, bon, on va pas parler de trop de legacy, mais ouais, en gros, il y a des trucs assez hardcore chez Identité. Mais voilà, j'étais pas amené à toucher régulièrement à ça, et donc je faisais beaucoup plus de Go que d'autres choses. Et donc ouais, du coup, vu que la majorité, voire 100% des services aujourd'hui, la volonté, c'est de les migrer en Go et d'avoir qu'une seule stack. Et du fait que je sois développeur back-end, je fais quasiment que du Go, voire ouais, que du Go, quoi. Pas quasiment. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu la spécificité du Go et pourquoi est-ce que le Boncoin a choisi cette techno-là plutôt qu'une autre techno? Ouais, carrément. Bah, l'orga LBC et le fait qu'on fasse du Go, c'est assez récent par rapport à moi au Boncoin, hein. C'est arrivé quelques mois avant que j'arrive en stage. Donc les tout premiers services en Go sont arrivés quand moi je suis arrivé, quoi, concrètement. Et pourquoi ils ont décidé de faire du Go, j'étais pas là pour le savoir, mais je peux un peu vendre le langage. Globalement, Go, c'est plutôt simple. En fait, Go, c'est
c'est assez récent, c'est très agréable en tant que développeur d'écrire des choses. Alors bon, après, c'est évidemment mon prisme parce que j'en fais beaucoup, mais Go, ça a une norme stricte par défaut. Il y a plein de langages où on se pose la question, j'en sais rien, où est-ce qu'on met l'accolade, Non, là, c'est imposé par le langage. Go, c'est un langage, comme je disais, c'est assez récent. Les mots-clés sont plutôt simples. Il n'y a pas trop d'incohérences. Moi, à ma connaissance, pas d'incohérence dans la façon d'écrire du code. C'est assez simple à prendre en main. Après, il y a tout un aspect performance sur le langage, évidemment. C'est rapide d'exécuter du code Go. Et concrètement, surtout, je pense, ce qui a dû faire peser le bon point dans la balance, c'est que pour faire des microservices en Go, enfin, pour faire des microservices qui sont des API ou des conçus, parce qu'au bon coin, on n'a que deux types globalement de services, c'est des API ou des bus, des consommateurs de bus des vêtements, ou des gens qui produisent sur ce bus des vêtements, mais globalement, c'est ça la typologie de service. Faire ça en Go, c'est super simple. Et donc, du coup, on n'a pas. Enfin, je pense que globalement, le langage, on ne s'est pas trop posé de questions. L'alternative, ça aurait été peut-être des trucs plus bas niveau ou encore plus performants, mais au risque de s'éloigner un petit peu de trouver des développeurs sur ces choses, sur ces langages, c'était peut-être plus compliqué, alors que le Go, c'est globalement à la mode aussi. Je pense que ça a peut-être joué. Ouais, voilà. Je sais pas trop. Tu as beaucoup de les marketplaces comme ça, du type les grosses marketplaces, ils utilisent beaucoup Go. Hein. Je pense à Vestiaire Collective, c'est des boîtes qui sont en Go. Donc, j'imagine que le choix de cette techno, ça correspond bien aussi au type de business que vous faites. Ouais, est-ce qu'on est obligé de faire ce business en Go? Je ne sais pas, mais oui, le Go s'applique vraiment bien. On n'est pas limité du tout dans ce qu'on fait aujourd'hui au Bon Coin en Go. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a une grosse communauté Go à Paris, puisque le Bon Coin s'est colocalisé à Paris. Et du coup, on peut très facilement faire des meet-up. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est ça qui a été pris en compte. Encore une fois, je n'étais pas là quand le langage a été choisi, mais je pense que en comparaison de ce qui existait avant au Bon Coin, on faisait du PHP, bon, on faisait du C, un mélange de C, de PHP, de PSQL avec des procédures stockées. Je pense que quand ils ont commencé à faire du Go, ils se sont dit « Ah, c'est cool ». On va peut-être faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec des langages qui sont du coup peut-être plus stricts, plus normés. Je ne sais pas ce qui a penché le plus dans la balance. Ok. Et est-ce que toi, tu l'avais appris à l'école chez Epitech, du coup, le Go? Non. Non. Epitech, c'était surtout... Enfin, globalement, en Epitech, il y a deux types de langages. C'est surtout les premières années, c'est du C, le deuxième année, c'est du C++. Après, il y a plein de modules que tu peux faire pour apprendre d'autres types de langages. Tu peux faire ton module de maths en Python, tu peux faire un module de C#, voilà, enfin, ce genre de choses. Mais non, il n'y a pas, en tout cas, à l'époque où j'ai fait Epitech, il n'y avait pas de module de Go. J'ai fait du Go dans mon auto-entreprise, en fait, quand j'ai travaillé chez un client qui m'a dit, voilà, il faut envoyer un formulaire d'envoi de fichiers. Il y a rien, il faut créer le truc from scratch et juste avoir un petit service qui fait ça et on fait du Go. Est-ce que ça te dérange d'essayer de le faire en Go? Et moi je dis non, je peux essayer de voir. Je sais pas. Ça, c'était pendant tes études? C'était pendant mes études, ouais. Pendant que j'étais en gros, j'ai fait mon auto-entreprise en parallèle des études parce qu'Epitech, c'est une école privée et qu'il faut le financer, quoi. Ouais, donc, mais il y a beaucoup de développeurs qui font ça, en fait, hein, qui pendant leurs études font des petites missions par-ci par-là. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et du coup, ouais, faire un formulaire d'upload de fichiers en Go, c'est vraiment super simple. Du coup, j'ai fait le formulaire graphique, visuel, côté front, et puis j'ai fait le back-end qui va avec. C'était le premier service en Go que j'ai fait. Après, j'ai commencé à me dire, mon service, il me plaît pas trop, comment j'aurais pu organiser mon truc et tout. Et donc, je me suis renseigné un peu sur Internet. Puis j'ai fait des petits projets pour m'amuser et puis pour faire rien du tout d'utile, mais pour apprendre, quoi. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même cool le Go. J'ai plus envie de faire du C++, j'ai envie de faire du Go. Trop bien ce type de petites expériences qui t'apprennent, enfin qui te forcent toi à apprendre un nouveau langage et en même temps tu as une petite expérience professionnelle que tu peux vendre. J'imagine qu'après quand tu avais été en entretien pour ton stage, tu avais justement parlé de cette expérience-là et du fait que tu avais touché un petit peu à du Go. Ouais, mais mon recrutement par Le Bon Coin, il s'est fait de manière un peu hasardeuse. À la base, moi, je viens pas du tout de la région parisienne, je viens de Nancy, en Lorraine. Okay. Et du coup, avec Epitech, il y a des projets de fin d'études et on a gagné quelque chose. On faisait partie des finalistes de mon projet de fin d'études. Et donc, je suis allé à Paris et donc j'ai présenté ce pitch de projet à Paris et j'ai rencontré Le Bon Coin à ce moment-là. D'accord. Ces salons. Et je leur ai dit, j'ai envie d'être sérieux. Et ils m'ont dit, sérieux, c'est compliqué.
Mais on a des jobs back-end, front-end, etc. Regarde les fiches de poste si tu veux, parle avec les devs. Il y avait des devs sur le salon. Et les devs me disaient qu'ils faisaient du Go. Et donc là, je dis, ah ouais, moi j'ai fait des petits trucs en Go ici. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Vraiment, à la base, j'étais pas intéressé pour être développeur Go. Plus que ça, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que je pensais pas que c'était quelque chose de plus ou de moins à faire, quoi. Et donc, ouais, oui, ça a joué le fait que j'ai fait des petites missions en Go. Après, dans un stage, on n'est pas forcément, en tout cas au Bon Coin, on n'est pas du tout regardant sur est-ce que la personne a déjà travaillé dans le langage ou pas. Ce qui est plus regardé, c'est l'aspect humain, quoi. Est-ce que je vais arriver à travailler avec cette personne-là, réussir à lui parler, réussir à communiquer, échanger, être constructif. Et puis si dans les deux côtés, ça a l'air de marcher, globalement, c'est comme ça qu'on recrute les stagiaires. C'est pas... Ok. Alors, il y a Guillaume du Bon Coin qui vous partage des petits liens dans le chat. Et justement, il y a un meet-up Golang chez le Bon Coin le 15 juin prochain pour ceux que ça intéresse. Alors, il y a une question de Louis. Aujourd'hui, est-ce que tu touches un peu à du SRE? Je ne sais pas si c'était le bon terme. Ouais, je suis pas du tout SRE. Il y a des équipes. Alors, pour remettre un peu dans l'orga LBC, il y a donc, j'ai parlé des feature teams, les tribes, etc. Mais il y a deux choses qui sont pas dans ces équipes-là. Donc, toutes les équipes-là sont autonomes. Il y a tout ce qu'il faut dedans, sauf deux composantes qui sont la data et les admin 6. Je parle pas des SRE parce que en vrai, SRE aujourd'hui, c'est parfois au Bon Coin, on a des SRE, on a des admin 6. Il y a des gens plus spécialisés dans des machines assez hardware, etc. Pour moi, c'est plus eux les admin 6. Et après, on a plein de gens qui créent des scripts pour déployer des machines, etc. Et pour moi, c'est plus eux les SRE. Mais ils ne sont pas SRE dans le sens où ils ne vont pas surveiller ce que je vais m'épée, par exemple. Ils ne vont pas surveiller mes mises en prod. Ils ne vont pas faire le monitoring à ma place. C'est dans chaque équipe qu'on fait ça. Donc, je ne sais pas ce que ça sous-entend être SRE dans ce que tu posais comme question. Mais en gros, les admin 6/SRE du Bon Coin sont dans des équipes dédiées. Donc, il y a un gros pool d'admin 6 et SRE qui travaillent ensemble en fait, sur les mêmes fonctionnalités. Alors, évidemment, ils se split. Je ne sais pas exactement comment c'est découpé, mais voilà, ils ne sont pas dans les équipes. Et donc, sur la partie plus maintenance / délivrabilité / observation des maps, on n'a pas quelqu'un qui vient regarder ce qu'on fait à la fin et dire « Ah, au fait, ton service n'est pas performant » ou « Oh, tiens, ton service, il retourne des erreurs, etc. » Non, c'est à chaque équipe de mettre en place. Enfin, on a des outils qui font ça très bien pour observer nos services. Et c'est à chaque développeur qui fait ses mises en prod de vérifier que sa mise en prod s'est bien passée et de vérifier sur son scope, son petit périmètre produit spécifique, qu'il n'a rien cassé, quoi. C'est à ça que servent les QA des équipes, c'est à ça que servent nos outils. On utilise Datadog, par exemple, pour avoir de la télémétrie et observer nos services. Et donc, ouais, c'est pas cet aspect-là des SRE qui s'occupe de ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je pense que ça répond à la question. Et moi, ça me fait penser à une autre question. Comment tu travailles avec, justement, quand tu es encore plus junior, comment est-ce que tu travailles un peu avec les développeurs seniors? Est-ce qu'il y a des code reviews? Est-ce qu'il y a du pair programming? Comment est-ce que vous organisez pour faire monter en compétence les devs juniors? Ouais, c'est vrai que c'est une question auquel j'ai partiellement répondu tout à l'heure à la question de l'onboarding. Je te parlais justement il y a une semaine de présentation, etc. Ensuite, tu rejoins une équipe qui n'est pas l'équipe de destination, c'est une équipe de transition. Je vais répondre à cette question, mais juste pour un chemin un peu plus long pour y répondre. Tu rejoins une équipe de transition. En fait, ça te permet de découvrir les process d'agilité qui sont utilisés pour le Bon Coin, les process de code review, les process de MEP, etc. Tout ça, tu le découvres dans cette équipe de transition. Ça te permet de setup ta machine, etc. Et après, tu rejoins ton équipe finale. Comme ça, tu as une overview un peu plus grande que juste celles de ton équipe. Tu as les façons de faire aussi de deux équipes, parce que peut-être que des fois, il y a des petites différences, etc. C'est cool, je trouve, d'avoir l'ouverture de deux équipes. Et quand tu rejoins ton équipe finale, évidemment, on te présente ton équipe, le produit, la tech, etc., le legacy, comment c'est quoi les chemins qui passent par où, etc. Et sur les tout premiers tickets que tu vas faire, alors, c'est vrai dans mon équipe, c'est vrai dans plein d'équipes, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les équipes du Bon Coin, mais globalement, on va le faire en pair programming, voire même en mob programming. On va se mettre ensemble et on va développer. Alors, c'est peut-être pas toi qui va développer au début, mais ça sera peut-être ton ticket qu'on va développer. On va le développer ensemble. Et donc, quand on fait du pair programming, on essaye de switcher de place régulièrement. Et donc, du coup, on fait du pair review de la même façon, surtout sur les nouveaux arrivants. Parce que, premièrement, c'est vachement plus simple pour eux pour prendre le ticket de produit. Et puis, ça permet d'assimiler encore plus facilement les process, que ça soit côté tech, côté je sais pas, CI/CD, etc.
Juste pour ceux qui ne sont pas très familiers, tu peux rappeler rapidement ce que c'est que le pair programming et le mob programming? Oui, bien sûr. Le pair programming, c'est le fait de travailler à deux sur le même ordinateur. Donc, en gros, alors c'est marrant parce qu'à distance, on peut faire du pair programming sur deux ordinateurs, mais c'est quand même il y a un écran, une personne qui travaille. Alors, c'est pas vrai ce que je dis, pardon. Je dis. En gros, il y a une personne qui a ses mains sur le clavier et il y a deux personnes qui regardent l'écran. En gros, c'est ça l'idée. Ça marche aussi à distance. Le pair programming, le concept, c'est de dire on va échanger à voix haute, en fait, avec la personne avec qui on fait du pair programming et on va écrire le code. Moi, je l'écris et la personne, elle va le regarder en temps réel. Elle va se dire, OK, là, moi, j'aurais peut-être fait ça comme ça. Ta variable, je comprends pas trop c'est quoi ce nom et tout. Et comme ça permet en fait de voir directement, en fait, au lieu de faire des allers-retours en review, ça permet de coder le truc de manière plus simple. Et surtout, quand tu connais pas la code base dans laquelle tu évolues et que tu connais pas les microservices dans lesquels tu es, ça te permet d'être directement dans les bons fichiers, ça te permet d'être directement aux bons endroits pour faire cette fonctionnalité. Ça te permet aussi de dire OK, là, je sais pas c'est quoi mes points d'entrée. Ah oui, bah, c'est les PI, elle prend ça en paramètre. Ah oui, il faut faire ça, etc. Voilà, ça permet d'être vachement plus fluide dans la façon de coder. Et donc, on peut faire du pair programming et du pair review. Le pair review, c'est le même concept, sauf que là, on code plus, on fait la review ensemble. Donc, le code est déjà produit, il a déjà été envoyé en review. Et la personne qui a écrit le code, ou pas d'ailleurs, ça peut être deux personnes différentes, mais bon, idéalement, la personne qui écrit le code en fait partie, fait la review en même temps que l'autre. Donc, c'est l'autre qui va, cette fois-ci, être plus attentif parce que c'est pas son code, il va être plus attentif à ce qui a été fait, puis il va communiquer en temps réel en fait avec l'autre personne. Ah, en fait, là, c'est quoi? Je comprends pas trop et tout. Ça permet d'éviter de se poser de questions, ça va vachement plus vite à faire les reviews. Et surtout, s'il y a des itérations à faire, l'autre personne, elle peut vite fait faire les fixes sur son code pour que la review passe très très vite, quoi. Et ça, c'est vrai en pair. Et quand on est plus que deux, ça devient du mob. Donc là, en mob programming, c'est un process encore un peu différent. Chaque personne va prendre le clavier, donc en pair programming aussi, mais cette fois-ci, chaque personne va prendre le clavier, va coder. On essaye d'être un peu moins tatillon sur plein de naming, etc., parce que tout le monde, il a une façon de nommer différente, tout le monde, il a une façon d'un peu de coder différente, donc on est un peu moins tatillon sur ça. Mais l'idée, ça va être d'observer ça et de surtout challenger le design, challenger comment la fonctionnalité a été pensée. Ça peut être un peu sympa pour des petites fonctionnalités. De le faire en mob, comme ça, tout le monde y tourne un petit peu. Ça peut être aussi des dev front qui reprennent un petit bout de code back pour faire un peu de T-shape. Le T-shape, c'est mélanger un petit peu l'arbre du T, enfin la barre du T, c'est ce qu'on évolue et on est expert sur une partie du T. Puis tout le reste, on essaye de regarder un peu comment ça marche. Donc là, ça permet de faire du T-shape un peu plus facilement. Ça permet je sais pas, faire intervenir des personnes qui seraient peut-être pas de mon équipe, mais qui se posent des questions de comment ça marche dans l'équipe. C'est un peu compliqué de les monter en compétences sur le domaine fonctionnel ou sur le domaine technique de l'équipe. Là, bim, on fait du mob programming, ils viennent avec nous, ils codent un petit peu, ils voient un peu dans comment on se parle, comment ça évolue, etc. Je sais pas si je le décris très bien, mais globalement, en fait, on est à plein à coder la même fonctionnalité. Si, c'est très clair. Il y avait une question de Louis. Alors nous, chez Modulo, on pousse pas mal ce qu'on appelle les pratiques craft ou alors les bonnes pratiques. Est-ce que chez Le Bon Coin, est-ce que c'est quelque chose que vous poussez du type TDD? Ouais. Alors oui, et en même temps, c'est très compliqué. Oui, on pousse à fond et il y a des personnes, il y a des coachs agiles et des coachs tout court, d'ailleurs, je dis agile, mais ils ne sont pas que des coachs agiles. Il y a des coachs très, très impliqués dans le craft et vraiment dans l'envie de bien faire, de nous vendre un petit peu les gars, ne le faites pas parce que je vous le dis, mais faites-le parce que vous avez compris que c'est utile. Et du coup, c'est des personnes qui, je vous avais parlé des guildes juste avant, c'est des personnes qui interviennent en guilde et qui nous disent tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un petit atelier Refacto Legacy? Et le concept, c'est peut-être même pas du legacy Le Bon Coin, ça se trouve, c'est juste du code que quelqu'un a écrit, qui n'est pas forcément bien écrit, mais qui n'est pas forcément du Bon Coin, et on va se dire, tiens, on va essayer de le comprendre et de le refactorer. Mais du coup, comment on fait pour le refactorer sans être sûr de rien casser? Et donc, on va peut-être faire du TDD, on va peut-être faire, je sais pas, on va peut-être faire certaines façons de coder qui vont être des patterns de réécriture de code sans casser les tests, des patterns, je sais pas, ça marche pour du legacy, ça marche pour plein de choses du design. Et donc, il y a des personnes qui sont vraiment très impliquées dans ça pour Le Bon Coin, mais c'est fait en guilde. Dans les équipes, chaque équipe aujourd'hui au Bon Coin, elle fait un peu comme elle veut en termes d'orga technique, on va dire ça comme ça. Moi, personnellement, je vois plus le code de mon équipe, et donc du coup, je peux parler plus facilement de celui-là. On est
très mauvais en TDD, c'est clair. Par contre, on fait beaucoup de choses qui sont, par exemple, je sais pas, moi, on fait de la cleanarchy. On va essayer de garder, en fait, de responsabiliser des bouts de code plus que d'autres. On va essayer d'avoir, je sais pas moi, dans les pyramides de tests, on va essayer de respecter un petit peu des trucs un peu simples, genre plein de tests unitaires, mais très peu de tests d'intégration parce que c'est plus coûteux à maintenir. Je sais pas trop, là, il faudrait voir des exemples, mais globalement, oui, le Bon Coin a la volonté, et puis surtout en tant que lead, là, oui, évidemment qu'on a la volonté de faire mieux sur ça, mais c'est très compliqué de pousser dans tous les développeurs ces bonnes pratiques. Il y en a qui viennent avec, il y en a qui viennent avec des pratiques que moi, je juge pas forcément les meilleures pratiques, des patterns qui sont compliqués, mais après, ça part en dogme, quoi, ça part un peu en moi, je pense que, et du coup, ça sert plus à rien d'essayer de vendre des trucs comme ça. Ouais, c'est marrant parce que c'est souvent des sujets qui clivent au sein des développeurs. Moi, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, c'est que je pense que tu as certaines pratiques qui s'apprennent un peu dès le début pour pas que ça devienne après trop coûteux à mettre en place pour un développeur ou que ça prenne trop de temps. Si TDD, tu as appris à coder de cette manière-là, je pense que tu vois, c'est plus simple comme ça. Tu vois. Ouais, mais clairement, il y a jamais personne qui va dire le TDD c'est nul. C'est juste, il y a des gens qui vont dire j'ai pas besoin du TDD. Voilà, il y a des gens qui vont avoir cette approche-là plus. Mais personne ne dit que c'est nul. J'ai jamais. T'as des gens qui te disent, si, t'as quand même des développeurs qui vont te dire, moi je vois pas trop l'intérêt, ça me fait perdre du temps. Ouais, voilà, exactement. Ils vont dire, c'est assez rare que des gens challenge la façon de faire en disant les gens qui font ça, ils font pas ça bien. On me dit jamais ça. On me dit plutôt, moi je le fais pas parce que moi je le fais pas bien ou parce que moi je vois pas l'intérêt ou parce que je perds du temps. Mais globalement, c'est pas un pattern qui est trop challengé, quoi. Les gens ils disent oui, bon bah peut-être que c'est mieux, mais moi j'ai pas envie de le faire. Et donc du coup, si une personne vient en étant capable de faire ça et de le faire en étant performant, c'est trop chouette, quoi. Oui, mais après, peut-être que, alors je sais pas comment ça se passe quand tu travailles en équipe, mais tu as peut-être aussi des choses qui sont compliquées à mettre en place s'il y a que toi qui les utilises, quoi. Ouais, bah ouais. Le TDD, ça va, ça se fait encore en solo, ça peut se faire tout seul, mais ouais, il y a des patterns, genre la cleanarchy, si l'équipe elle le suit pas, c'est mort, quoi. C'est des trucs ça va créer justement du code spaghetti un peu dans tous les sens, organisé de plusieurs façons. Ouais. Non, là, t'es obligé de respecter un pattern, quoi. Je pense que la règle qui marche le plus souvent, c'est il faut être cohérent. Moi, je parle beaucoup de cohérence énormément, très régulièrement. La cohérence, pour moi, c'est le plus important dans tout ce qu'on fait. L'idée, c'est d'être cohérent. Il n'y a pas deux façons de faire. S'il y a deux façons de faire, il faut tendre vers une. Et donc, au moins à l'intérieur d'une équipe, puisque à l'intérieur de toutes les équipes, il y a vraiment beaucoup de développeurs. Je ne l'ai pas dit, mais on est quelque chose comme 100 développeurs back-end, Go. Et on est peut-être, je vais te dire n'importe quoi, 500, 400 développeurs en tout au Bon Coin, tout type de métiers développeurs confondus. Et le groupe Le Bon Coin, c'est 1500 personnes. Donc, c'est vraiment très, très, très gros, quoi. Ok, il y avait une question au sujet des guildes. Alors c'est vrai que comme il y a plusieurs. Je vois le chat, je suis désolé, je vais ouvrir le chat. Ah si, normalement tu dois pouvoir ouvrir. Je le lis pas depuis tout à l'heure. Ouais. Oh non, mais t'inquiète pas, je suis au fur et à mesure. Alors, est-ce que les guildes sont des équipes ou personnes transverses? Alors, les guildes, c'est entre guillemets, c'est public. N'importe qui peut participer à n'importe quelle guilde. Moi, si je veux, en tant que dev back Go, je peux participer à la guilde infra. J'ai peut-être pas grand-chose à partager à la guilde infra, mais si j'ai envie de suivre et de prendre de l'information, peut-être parce que j'ai envie de faire ce qu'on appelle des vies ma vie, c'est des espèces de mouvements internes, mais je sais pas trop si ça va me plaire, alors je vais le tenter et je vais faire un vie ma vie avec une personne de l'infra pour voir son métier, etc. Bon, bah peut-être qu'avant de faire ça, je peux aller dans la guilde d'infra, découvrir un petit peu leur quotidien, etc. Ça peut être une opportunité. Mais globalement, on est surtout entre nous, entre développeurs du même métier. Pas parce que les autres ne s'intéressent pas, mais c'est juste parce qu'il y a énormément de travail à faire, en fait, rien que dans une guilde, pour aller chercher du travail dans les autres, quoi. Donc, du coup, une guilde, pour parler de la guilde de back-end, c'est tous les développeurs back-end de toutes les FT, de toutes les tribes de Le Bon Coin. Normalement, c'est indépendant du langage, mais en l'occurrence, on fait tous du Go, donc on a une guilde back-end Go actuellement. Mais oui, c'est des équipes transverses, c'est sûr, et des personnes de toutes ces équipes-là sont ensemble, ouais. L'objectif des guildes, c'est vraiment de partager la connaissance, de partager les bonnes manières de faire. C'est par exemple faire un atelier sur, voilà, moi je fais du TDD, regardez, c'est vachement cool.
Ça peut être un atelier. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai un bug, je ne comprends pas trop comment le résoudre, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Ça peut être aussi, bon, normalement, on fait ça quotidiennement, mais je veux dire, ça peut être aussi l'occasion de le faire en guilde pour avoir plein de gens. Ou même à l'inverse, dire « Oh, regardez, il y a eu un bug, et c'est à cause de ça qu'il y a eu le bug, et peut-être que quelqu'un d'autre là. » Ça peut être aussi une manière de faire des restits. Il y a plein de présentations, il y a beaucoup de gens qui partagent des choses. C'est aussi l'occasion pour nous, côté lead et côté orga, managérial, etc., de faire des annonces à tout le monde. Par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui veulent faire des tests en se disant moi j'aimerais bien faire du gRPC. Aujourd'hui, on a plein de microservices qui sont des API REST, des API HTTP classiques. Il y a des gens qui se disent oui, mais alors moi j'aimerais bien faire des services où mon point d'entrée c'est un point gRPC. Et le truc c'est que voilà, la personne ne peut pas prendre cette décision toute seule parce que c'est pas cohérent. Et l'important c'est la cohérence. Et donc du coup, si on reste cohérent, on fera jamais rien d'autre, quoi. Donc à quel moment on se dit ok, on accepte de faire un test de gRPC sur un service et voilà, comment on organise? Ben voilà, on peut le faire en guilde. On peut le faire en guilde en se disant ok, un test sur gRPC, c'est cross-couche, donc il faut parler avec l'infra, il faut parler avec les fronts, jusqu'où on va avec notre communication gRPC. Et donc ça, c'est fait en guilde. C'est des choses qu'on peut se permettre de faire en guilde, on peut poker des choses. On ne fait pas forcément du métier en guilde, enfin du produit Le Bon Coin end-user à la fin. On fait des choses qui permettent de nous faire monter en compétences, qui nous permettent de stabiliser l'environnement dans lequel on travaille, de le rendre plus performant. Par exemple, on a beaucoup de problématiques liées à notre CI. Et donc, en gros, l'idée, c'est de tester toujours plus facilement et de toujours plus vite, mais toujours plus précisément, pas tester plus que ce qui est modifié, mais en même temps, comment on sait exactement détecter ce qui est modifié facilement en CI. Bref, voilà, toutes ces problématiques-là sont gérées en guilde. Et donc, on a des intervenants extérieurs qui viennent parfois, on a des gens qui sont même pas du Bon Coin, mais qui viennent nous dire « Ok, moi, je suis expert gRPC, je peux vous aider à faire ça, 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 ça. » Voilà, c'est ça les guildes. En tout cas, c'est notre implémentation des guildes au Bon Coin. Est-ce que c'est... pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est... Une guilde par métier. Donc, du coup, tous les métiers font ça, en fait, font cet exercice par métier. Ok, mais j'ai l'impression que c'est un peu votre principal vecteur de partage de connaissances, ces guildes. Ouais, alors les connaissances techniques plus, parce que les connaissances produits, il y a des dans les process des équipes, on est en sprint et à la fin des sprints, on a des démos. Et les démos, toutes les tribes font une démo. Et donc, du coup, tu peux suivre les évolutions du produit à travers ça. Mais oui, en évolution technique et pour se maintenir à jour techniquement, la veille, on peut la faire en guilde, même si j'invite tous les développeurs à la faire quotidiennement. On regarde des conférences, par exemple. Il y a des ateliers, regarder une conférence. L'idée, c'est de monter personnellement en compétences, parce que c'est cool de monter personnellement en compétences, mais peut-être aussi de monter collectivement en compétences en se disant regardez, moi j'ai trouvé cette lib pour parler avec Kafka, apparemment elle est bien. Est-ce qu'elle est mieux? Je ne sais pas, mais est-ce que voilà, on peut regarder ensemble? Et voilà, l'idée, c'est toujours essayer de se challenger sur ce qu'on a pour faire ça. Là, je vois une question, du coup, ça y est, je lis le chat, désolé, je ne le faisais pas avant. Du coup, c'est via les guildes que vous transmettez les pratiques à suivre entre les teams. Ouais, en fait, on impose très peu de choses côté guilde. L'idée, c'est que la guilde, elle, s'impose des choses. En gros, nous, côté lead, on essaye de ne jamais prendre de décision. Donc, c'est-à-dire que la décision, elle est collective. Alors, parfois, c'est pas facile, parfois, ça demande beaucoup de discussions, etc. Mais l'idée, c'est de pas imposer à des équipes de faire des choses si elles ne sont pas d'accord pour le faire. Sauf, bon, après, il y a des exceptions. Évidemment, encore une fois, il faut rester cohérent, il faut construire en équipe, etc. Mais par exemple, il y a des équipes qui aiment bien le pattern. Alors, c'est pas un jugement de valeur en quoi du tout, mais moi, je l'aime pas, ce pattern. Le pattern des singletons, où dans quelque part, dans ton code, tu as une variable que tu réutilises à plusieurs endroits via donc, un singleton, ou j'allais dire pire, mais là, ça devient du jugement de valeur, ou alors, même cette variable, tu y accèdes directement, elle est publique dans ton package, c'est une variable globale. Bon, bah, il y a des équipes qui aiment bien ça et ça se défend. Il y a des gens qui aiment travailler avec ça et ça se défend aussi de ne pas le faire. Mais je ne vais pas leur imposer de leur dire non, t'enlèves ta variable globale, c'est pas bien, faut pas le faire. Donc, non, c'est compliqué d'imposer ces bonnes pratiques-là, mais on essaie de les transmettre. Donc, c'est vrai que oui, c'est via les guildes qu'on essaie de transmettre ces pratiques qu'on invite toutes les équipes à suivre. Mais voilà, c'est pas imposé. L'idée, encore une fois, c'est que l'équipe soit cohérente dans son équipe. Et donc, ça, c'est aussi le rôle du manager. L'engineering manager de l'équipe est responsable, entre autres, des choix techniques et des choix de design des services qui sont créés. Mais ouais, c'est compliqué en guilde de prendre parti sur ça.
Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tout seul, Alexis, c'est quoi un peu ta stratégie pour monter un peu en skills d'année en année? Ce que tu prends chez Le Bon Coin, ce que tu peux peut-être prendre ailleurs à l'extérieur du Bon Coin. Comment tu fais pour monter en compétences techniquement ou même sur d'autres types de skills? Ouais, bah, ce qui est très cool, c'est qu'au Bon Coin, il y a énormément de challenges, mais vraiment énormément de challenges. Que ça soit dans certaines équipes, il y a des challenges de charge beaucoup plus forts que d'autres. Par exemple, la FTI identité dans laquelle j'étais, elle est en charge de donner, par exemple, l'adresse mail de l'utilisateur. Donc, personne ne stocke l'adresse, enfin, tu peux dans un cache, mais globalement, personne, la vérité de l'information de l'email de l'utilisateur, elle est dans cette équipe. Donc, si tu veux lui envoyer un mail à l'utilisateur, bah, il va falloir que tu récupères son email dans cette équipe. Donc, il y a énormément de gens qui lui posent cette question. Côté front, il faut afficher le nom de l'utilisateur et donc, du coup, il y a énormément d'appels à ces API. Et donc, c'est hyper intéressant. Ça challenge énormément les choix de design, les implèmes dans le code. Les pièces d'infrastructure à qui on parle. Et ça fait monter en compétences. Enfin, moi, ça m'a fait monter beaucoup en compétences d'avoir ces contraintes en fait, techniques dans l'environnement produit dans lequel j'évolue. Ça a été mon premier, je pense, mon premier vecteur d'apprentissage, mais hardcore, quoi, parce que factuellement, tu n'as pas le choix. Si tu casses ton API, le service est cassé. Donc, en fait, tu te prends une première mauvaise décision de design et tu as cassé le service, et les utilisateurs, directement, ils n'ont plus accès au site. Ouais, tu te poses des questions après, quoi. Tu te challenges beaucoup plus. Donc ça, c'était... je pense, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont amenées par l'environnement technique dans lequel j'évolue et dans l'environnement produit, et le produit qui me challenge énormément parce que le produit va vouloir faire quelque chose de vite, mais moi, je vais vouloir le faire bien. Comment je vais faire ça correctement? Enfin, il y a plein de questions qui se posent comme ça, parfois, qui sont en contradiction avec la logique ou avec la volonté de bien faire. Mais voilà, ça challenge aussi les implémentations. Et surtout, je pense quelque chose que je fais énormément pour me tenir à jour de ce qui existe. Je fais beaucoup de veille technologique. Et je trouve que l'outil que j'utilise le plus, c'est les trendings de GitHub. En gros, sur GitHub, tu peux avoir pour chaque projet, pour différents filtres, en fait, par jour, par semaine, par mois, ou je sais plus quoi, par langage, ou tout langage confondu, tu peux avoir les projets qui ont le plus de visites, le plus d'étoiles sur leur projet. Et du coup, en fait, c'est bête, mais en faisant cette liste-là, et en dépilant cette liste-là, je ne fais peut-être pas tous les jours, hein, mais une fois par semaine, bah, je vois énormément de projets, je vois énormément de façons de faire. Il y a souvent des projets qui disent tiens, comment on écrit du code correctement en Go? Cool, moi je le regarde, je me dis non, moi j'aime bien ce que je fais, ou alors ah ouais, non, ça c'est sympa, je pourrais essayer. Il y a des projets comme Consul que j'ai utilisé massivement, c'est comme ça que j'ai découvert quand j'étais en auto-entreprise, j'ai découvert Consul complètement aléatoirement, HashiCorp/Consul, de cette façon-là, en fouillant un peu GitHub à l'arrache. Donc tu vas lire du code comme ça. Je ne vais pas forcément lire du code, mais je vais lire des projets à la base. Je vais juste lire le descriptif du projet, à quoi il sert ce projet, pourquoi tout le monde est en train d'aimer ce projet. Et donc, je vais lire le projet. Si je le comprends, bon, bah, c'est cool. Si je veux voir comment il marche, c'est assez rare. Hein. Je ne vais pas très régulièrement regarder comment le projet marche. Mais par contre, des fois, tu as des projets dont le but du projet, c'est d'expliquer comment quelque chose marche. Par exemple, le layout d'un projet en Go, comment faire de la cleanarchy correctement en Go, bah, il y a des projets qui est un exemple de projet de cleanarchy en Go. Donc, du coup, ouais, là, je regarde le code parce que c'est littéralement l'intérêt du projet. Alors, ouais, tu regardes la structure, l'arborescence. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Il y a des articles, enfin, il y a des articles, c'est pas des articles, mais il y a des projets GitHub qui sont des espèces de posts, de résumés de tous les patterns qui sont cool, qui existent. Et donc, du coup, des fois, je me perds sur ces articles-là. Des fois, je me perds même sur des trucs qui n'ont rien à voir avec mon métier. Et c'est des patterns de sécurité qui ne sont pas applicables au Bon Coin, mais je les lis quand même. Et ça m'est utile, mais j'ai appris quelque chose et c'est un peu comme ça que j'avance. Sinon, globalement, ouais, c'est souvent quand j'ai des problèmes dans la tech et dans mon produit que je progresse le plus. Voilà, je ne sais pas si ça... Ouais, non, carrément. Est-ce que parfois, toi, tu as des... Enfin, chez Le Bon Coin, s'il y a des thèmes que vous voulez pousser, vous pouvez faire appel à vos coachs agiles et éventuellement monter une session de formation comme ça? Attends, pardon, j'étais en train de lire le chat et j'ai pas du tout écouté. Non, pas de souci. Non, je me posais comme question si tu peux faire appel à tes coachs sur une thématique que toi, tu choisis? Ouais, complètement. Oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais
pour répondre à ces problématiques-là, je ne suis pas tout seul en fait. Il y a énormément de personnes qui travaillent avec moi. On est 100 personnes. Et donc, on a des chats sur Slack de communication commune dans lesquels on se dit, bon voilà, j'ai ce problème. Est-ce que quelqu'un l'a déjà eu? Souvent, quelqu'un l'a déjà eu. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on ne fait pas de l'algorithmie super spéciale, complexe plus, quoi. C'est vraiment, généralement, c'est assez simple. D'ailleurs, souvent, quand c'est compliqué, ça cache quelque chose derrière. Donc ouais, on a ces personnes qui peuvent nous aider, on a des coachs qui peuvent nous aider. Parfois, le problème, c'est la communication et pas forcément le travail à faire à la fin. Et donc, du coup, il y a des gens qui peuvent nous aider. Parfois, le problème, c'est la priorisation. Donc, tout le monde a compris ce qu'il faut faire. Tout le monde, il a compris, tout le monde y sait, mais on ne le fait pas. Comment on fait pour avancer dans cette situation? Et donc, voilà, je vais lire ta question. J'ai lu la question, mais je vais y répondre juste après. Donc ouais, du coup, on peut faire appel à ces coachs agiles, on peut faire appel à des prestats extérieurs qui peuvent nous aider pour des problématiques qui peuvent être très pointues. Et puis, on a des formations, je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir des formations. Chaque année, on a une formation de notre choix que Le Bon Coin prend en charge. Et puis, on fait des restifs de ces formations-là. Donc là, par exemple, il y a la GopherCon. Je donne l'exemple, je spoil un peu. On est en train d'organiser ça pour la guilde. Donc, on a quelques places. Il y a des gens qui vont y aller. Ils vont monter en compétences inévitablement par ces formations-là. Et on va avoir des restifs en guilde. Donc, du coup, trop cool, quoi. Je trouve que c'est hyper de la chance de pouvoir faire ça. Et je vais me permettre de répondre à la question de, je ne sais pas comment se dit ton prénom, Bel Adjamou Abouda. Je suis désolé, je ne sais pas le dire. Oui, c'est une question qui revenait, elle a posé plusieurs fois la question. Moi, je pensais aborder les sujets de recrutement plutôt vers la fin, mais là, comme on arrive vers la fin, justement, okay. Je pense qu'on peut en parler, justement. Donc, ouais, est-ce que tu as une idée sur ces sujets-là? Ouais, est-ce que les procédures de stage, alors la procédure de stage, c'est simple, il y a des sites internet sur lesquels il y a des liens. Est-ce que je peux trouver un lien vite fait en une seconde? Oui, je crois. Bim, hop, je le reposte là. Je ne sais pas s'il n'a pas été déjà posté, mais dans le doute, je le reposte. Il y a des... Je serais curieuse de connaître votre point de vue sur le sujet au Bon Coin. Ah, j'ai pas lu la question. Ah oui, je viens de la lire, pardon. Donc, je vais répondre à la question de la première. La procédure de stage, c'est ça. S'il y a une offre de stage, globalement, n'hésitez pas à postuler. Et s'il n'y a pas d'offre de stage, n'hésitez quand même pas à postuler. Je pense que dans tous les cas, les profils peuvent être regardés. On recherche énormément de gens au Bon Coin. Alors, je ne sais pas en stage combien on peut recruter, mais par contre, en CDI, on en cherche énormément. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, technologie utilisée, projet réalisé. Alors, projet, ça dépend énormément des équipes. Moi, personnellement, en stage, ma mission de stage, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas réalisée. Donc, on a été assez, entre guillemets, agile. Mais je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté. On a plutôt rebondi à des contraintes techniques qui ne pouvaient pas être résolues pendant que j'étais en mission de stage. Et donc, du coup, on a fait autre chose. Et donc, ça dépend énormément de la mission. Mais je pense que globalement, aujourd'hui, en stage, on n'a plus trop de missions simples de stage. On fait simple dans le sens d'une mission dédiée pour les stagiaires. Je pense que vous faites partie des équipes produits et dans lesquelles on va essayer de greffer des missions qui sont cool à faire en stage. Mais ça fait du coup un peu 4 ans que je ne sais pas. Faudrait voir. Je pense que contacter les RH, elles ont plein d'informations, je pense. Et après ce stage, comment j'ai décroché mon CDI? C'est simple. Moi, ça s'est bien passé, mon stage. J'étais hyper content. Et donc, du coup, à l'issue de mon stage, mon manager, je lui ai pas demandé, hein, c'est mon manager qui est revenu vers moi en me disant, ça s'est bien passé ton stage, dans 1 mois, ça s'arrête, dans 2 mois, ça s'arrête. Est-ce que tu es intéressé pour continuer avec nous? Et moi, j'ai dit, alors, ouais, complètement. Je ne savais pas comment aborder le sujet, donc c'est cool que tu l'abordes pour moi. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont fait une proposition, j'ai dit OK. Et puis, j'ai continué sans me poser trop de questions, quoi. Les profils étrangers sont-ils acceptables? Alors, quand on dit profil étranger, je ne sais pas trop ce que ça sous-entend, mais on parle systématiquement français au Bon Coin. Alors, c'est quelque chose qui a été remonté pas mal. C'est les gens qui ne parlent pas français ne peuvent pas travailler pour le Bon Coin. Par contre, je ne sais pas en termes de nationalité si ça a un impact. Là, encore une fois, poser les questions RH. Sur le papier, je n'ai pas de problème. Étant front, je n'ai pas souvent vu parler de TDD Clean Archi dans ce contexte. C'est souvent relatif au bac. Est-ce qu'il y a des projets dans cette envergure? Est-ce que dans les projets de cette envergure, vous y accordez autant d'importance? Alors, je ne vais peut-être pas forcément être la meilleure personne pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a des patterns qui s'appliquent indépendamment du langage ou indépendamment
de la techno. Maintenant, effectivement, je pense que côté front, ils ont des patterns. CleanArchi, je ne sais pas trop comment ça marche côté front, mais je pense qu'il n'y a pas tellement de raisons que ça ne marche pas. Je vais pas être franchement, j'ai peur de dire des bêtises. Du TDD, je pense évidemment que ça marche côté front. Est-ce qu'on y accorde autant d'importance? Je pense que les leads front et les guildes front y accordent autant d'importance que nous côté back. Il n'y a pas de raison, parce que c'est vraiment massif. Je ne l'ai pas précisé, je ne sais pas si vous le savez, mais donc il y a deux apps qui sont natives, Android et iOS, et il y a un front web qui est du coup aussi utilisé en fallback sur ces apps-là sur les mobiles et en fallback lorsque les fonctionnalités ne sont pas développées sur ces apps. Et donc oui, je pense tellement c'est massif qu'il y a des bons patterns et je leur souhaite de les respecter. Je ne vous cache pas que je n'ai pas travaillé beaucoup côté front, au bon point. Est-ce que, parce que là, on touche bientôt à la fin du webinaire, tu peux nous dire un petit peu 2 mots sur ton rôle de tech lead chez Le Bon Coin? Ouais. Alors, je suis lead depuis pas si longtemps, ça va faire à peu près 6 mois que je suis lead. Globalement, lead, ça veut dire beaucoup de choses dans beaucoup d'entreprises. Moi, au Bon Coin, je ne savais pas ce que ça voulait dire lead avant que je le devienne. J'ai postulé un peu en me disant, j'ai envie d'être un peu comme les copains qui sont lead. Et puis finalement, quand je suis passé lead, j'ai appris que ce n'était pas du tout ce que je pensais. Mais c'est super cool. Alors, qu'est-ce que c'est lead au Bon Coin? Globalement, l'objectif premier pour moi du lead, c'est de donner de la cohérence. Il y a 100 personnes qui font le même métier que moi. Et l'idée, c'est de ne pas avoir des gens qui partent dans tous les sens, des technos différentes, des langages différents, pourquoi pas, des façons de faire qui seraient trop différentes. Et donc, l'idée, c'est déjà de donner un sens commun à tout ce qu'on fait et une direction commune. Le deuxième sujet, je pense, côté lead, ça va être de gérer des problématiques qui sont plus grosses que la guilde ou que la guilde ne peut pas prendre parce que ça prend trop de temps, quoi. Par exemple, on doit développer des outils pour la CI. Si on le fait en guilde, il y a une guilde à chaque début de sprint. Donc, du coup, ça veut dire qu'on avance une fois tous les 15 jours sur ce sujet, ça va passer vite. Donc, l'objectif du lead, ça va être de remonter des problèmes, genre comme celui-ci, d'essayer de le prioriser. Il y a des équipes qui sont dédiées pour faire ça, de les prioriser dans ces équipes-là et donc de remonter les sujets tech. Par exemple, on a des migrations vers des libs qu'on utilise. Le Bon Coin, c'est vraiment beaucoup de microservices, quelque chose comme 500 microservices. Donc, je ne peux pas me permettre, moi, d'aller faire la migration de la lib pour quelqu'un d'autre. Je vais passer des jours et des jours et des jours, et à la fin, personne ne va vouloir m'épayer mon travail parce que c'est une prise de risque trop forte. Donc, on demande à chaque équipe de faire ses migrations techniques. Donc, il faut identifier les migrations à faire, les prioriser et les vendre après, les prioriser en interne dans la guilde et ensuite les vendre aux équipes, notamment à ma hiérarchie, du coup, qui va imposer après à tous les managers de faire ces migrations ou pas, selon le coût, selon l'utilité, selon plein de choses. On a combien de teams? Je ne sais pas. On a beaucoup de teams. On a, si je dis 60, c'est peut-être presque juste. Je ne sais pas. Et donc, lead, à part ça, ça veut dire quoi? Ouais, c'est le pont avec la hiérarchie aussi. C'est donc être capable de redescendre des informations qui devraient être expliquées un peu longuement, etc. Ou alors de remonter des informations, des craintes, des problèmes, des choses, je ne sais pas moi, des gens je ne sais pas, qui permettraient de remonter ça. Et puis, lead, ça va être aussi faire beaucoup de communication avec beaucoup de gens, parler avec des EM qui ne voudraient pas faire de migration technique ou parler avec la hiérarchie de plein de choses. Par exemple, là, aujourd'hui, on utilise beaucoup le monde de l'open source au Bon Coin. Donc, on consomme énormément de projets open source. Alors, quand je dis consomme, c'est plus on les utilise. On ne les consomme pas vraiment, mais on utilise beaucoup de projets open source. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien rendre un peu plus à la communauté. Alors, pas plus que ce qu'on prend, parce que c'est compliqué, mais rendre au moins un petit peu. Et donc, du coup, l'idée, ça va être d'essayer de proposer à ma hiérarchie de financer des projets open source ou de nous contribuer à des projets open source, donc d'arriver à dédier du temps à des développeurs qui ne vont plus travailler pour le produit Le Bon Coin, mais travailler sur des projets open source. Voilà, c'est d'essayer de trouver un petit peu des solutions autour de ça. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça a été récemment, on a fait, je vais faire de la pub pour Guillaume, je pense qu'il va être content. J'ai dit 60 feature team, mais c'était juste cool. On a fait ce qu'on appelle le Sustainable Challenge, et donc c'est un projet que Guillaume Gria, qui est sur le chat, qui est Tech Ambassador
du Bon Coin nous a proposé. Il nous a dit, ça serait cool si on arrivait à essayer de travailler sur ce projet-là. Le projet, donc, Sustainable Challenge, c'est comment on peut avoir une attitude, une réflexion plus éco-responsable, comment on peut être un peu des designs plus éco-friendly, ce genre de choses. Et du coup, il est venu nous en parler. Donc moi, j'ai essayé de porter le sujet en guilde, j'ai essayé d'avancer sur le sujet. Et donc, on a réussi à porter le sujet en guilde et on a réussi à faire des choses. Et puis, donc, on a même gagné le Sustainable Challenge, donc trop cool. Donc voilà, c'est un peu ça aussi le rôle de lead, c'est faire la glue avec toutes les personnes qui sont autour de la guilde et d'essayer d'être le point d'accès. Si quelqu'un a des problèmes, voilà, je suis dispo, quoi. Ça peut être des problèmes tech, ça peut être des problèmes même humains, des problèmes avec son manager. Enfin voilà, si quelque chose échoue au Bon Coin d'une quelconque façon, je peux être un intermédiaire pour essayer de le résoudre. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris, mais quand tu es tech lead d'une feature team? Non, tech lead de toute une guilde. De toute une guilde. De toute une guilde. Ouais, voilà, je suis tech lead de 95 personnes, 100 personnes, on va dire, pour simplifier, qui font, du coup, je suis back-end, tech lead, back-end, je ne sais pas dans quel sens ça se dit. Globalement, toute la guilde, il y a 3 leads, et donc c'est ça, j'en fais partie. Ok, il y avait une question, peut-être dernière question, après on va peut-être s'arrêter là. Quand tu étais en stage, est-ce que tu as suffisamment été mentoré ou tu as demandé à être plutôt autonome? Et niveau prise de compétences, est-ce que tu as progressé à quel point après ton stage? Alors, c'est compliqué comme question. Alors, je vais parler pour moi. Quand j'étais en stage, oui, j'ai été au début. Le projet, comme je disais, alors mon expérience est un peu particulière parce que le sujet du stage, on l'a fait trop tôt en fait. C'est un sujet de stage à faire 6 mois ou 1 an après que moi, actuellement, je suis allé en stage parce que le socle technique sur lequel je devais me baser n'existait pas. Donc ouais, ça a été un peu compliqué. Et donc quand on a réalisé ça, on a changé. J'ai rejoint l'équipe sur des sujets produits, etc. Donc oui, j'ai été suffisamment mentoré, mais j'avais la volonté d'être autonome. Et en tout cas, le sujet sur lequel je travaillais, c'était un sujet en autonomie de mon équipe. Et du coup, ça sonne positif. Et en même temps, moi, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai beaucoup plus aimé être autonome personnellement, mais avec toute mon équipe. Donc en gros, je travaille sur des sujets sur lesquels tout le monde travaille, ou sur lesquels l'équipe travaille, ou qu'on se split, mais qui sont des sujets d'équipe, quoi, pas des sujets solo de mission de stage. Moi, personnellement, j'ai préféré travailler sur ces sujets où on était ensemble, mais en autonomie. Du coup, je ne sais pas si ça répond partiellement encore une fois à la question. Niveau compétences, tu as progressé à quel point après ton stage? Je pense que techniquement, c'est les 6 mois les plus productifs pour moi de ma vie. Après, bon, j'ai pas énormément d'expérience professionnelle en dehors, donc c'est peut-être un peu facile. Mais oui, en gros, ça a été ma première vraie entreprise aussi, quoi. D'une taille comme Le Bon Coin. J'ai fait des startups avant, j'avais déjà fait des stages via Epitech, j'avais fait des choses. Mais factuellement, là, le stage-là, ça a été comment on travaille correctement, comment on communique correctement, comment at scale, on arrive à être autonome. Enfin voilà, et toutes ces questions-là que je ne savais même pas que je me les posais, et finalement, j'y ai répondu avec mon stage. Toutes les problématiques de charge, oui, je savais qu'il y a des patterns qui marchent mieux ou moins bien en charge que d'autres. Oui, j'avais des idées de avoir des API. Avec Epitech, on avait des challenges. On se disait, il faut gérer 1 million de connexions, etc. Oui, c'est cool de gérer 1 million de connexions pendant 10 minutes dans un examen à Epitech, mais gérer 5000 requêtes secondes tous les jours pendant 1 mois, pendant 1 mois, tous les mois, mais je veux dire par là, comment tu fais une map sans interrompre ton service? Comment tu t'assures que je sais pas moi, soudainement, il faut que tu doubles ta charge. Ton service, il va se prendre 10 000 requêtes secondes. Bon, 10 000 requêtes secondes, ça commence à être une charge suffisamment forte pour que les pièces d'infrastructure qui sont derrière, genre des Postgre, des Redis, etc., ils souffrent un peu. Tu te dis, tiens, c'est marrant, mon Redis, il souffre un peu. Moi, j'ai jamais fait souffrir un Redis avant d'aller au Bon Coin. Moi, c'est Redis, il était là, il vivait sa vie, quoi. Je l'oubliais, il n'existait plus. Là, régulièrement, on se dit, tiens, j'ai plus de place. Ma DB, elle a atteint les 500 gigas d'espace. Bon, c'est des trucs, oui, ça arrive dans plein d'endroits, mais moi, en stage, c'est des trucs que j'ai mangé pour la première fois, quoi. Donc ouais, j'ai énormément progressé. En plus, j'ai mangé Kubernetes pour la première fois, j'ai mangé AWS pour la première fois. J'ai travaillé sur ces technos. Je fais des abus je simplifie trop mes phrases, désolé. Mais oui, j'ai travaillé sur des technos que j'avais jamais vues avant, dans des teams d'experts.
enfin voilà, et tous les jours, j'ai progressé dans mon stage. Et ce qui est trop cool, c'est que moi, j'ai l'impression que je progresse encore toutes les semaines aujourd'hui. Je fais des nouveaux trucs, je travaille sur des nouveaux sujets. Même l'éco-conception, c'est très récent dans les sujets qu'on est en train d'aborder. Et c'était hyper stimulant de se dire comment on fait pour réduire de 20% le nombre d'appels qu'on peut avoir en prod, ce genre de choses, via des techniques de cache qu'on ne prend pas le temps de mettre en place. Mais du coup, c'est super cool, quoi. Ouais, c'est ce qui fait que ton poste est aussi enrichissant et pourquoi tu restes chez Le Bon Coin, c'est qu'intellectuellement, tu as toujours des challenges et que tu as l'impression de progresser, enfin l'impression, c'est la réalité, de progresser techniquement. Alors, toute dernière question, après on va peut-être laisser Alexis peut-être aller déjeuner. Est-ce que la charge de travail a beaucoup changé à la transition entre ton stage et ta prise de poste en CDI? Non, ni ma charge, ni mes responsabilités. Ils m'ont fait énormément confiance et je pense que globalement, Le Bon Coin, c'est plutôt cool pour ça. Je ne sais pas si ça marche partout. J'ai pas le recul ou l'expérience pour le dire. Mais globalement, les stages, ils sont super. Enfin, moi, le stage que j'ai fait, c'est super. Et les gens que j'ai dans mon équipe qui font des stages, je trouve que le sujet est cool. Enfin, les sujets sont cool. Et ma charge n'a pas changé. C'est ma productivité qui a changé. Donc, je fais plus de choses, mais parce que j'arrive à les faire plus vite, pas parce que j'ai plus de choses à faire. Je ne sais pas si c'est clair. Mais du coup, non, je faisais globalement les mêmes types de missions en stage et pas en stage. Ce qui m'a donné le plus de changements de charge en termes de variation de quantité de travail, c'est mon changement d'équipe. Après Identité, je suis passé chez Bien de Conso. C'est pas du tout les mêmes pressions, c'est pas du tout les mêmes charges parce que c'est des sujets Le Bon Coin veut accélérer plus vite sur ces sujets-là. Et c'est des sujets qui touchent de l'argent, c'est des sujets qui touchent directement de l'argent, je veux dire. Alors qu'Identité, ça touche au final le business du Bon Coin, mais tu gagnes pas d'argent en donnant l'email de ton utilisateur à d'autres équipes, quoi. Alors que là, nous, on manipule des services chez paiement qui prélèvent de l'argent chez l'utilisateur, quoi. Donc, c'est beaucoup plus de pression, mais moi, j'aime ça. Après, il faut choisir l'équipe qui va... voilà, c'est factuel. Il y a plus de responsabilités, plus de pression de produit, parce qu'on veut aller plus vite, on veut faire plus de choses, et on veut pas le faire on veut le faire sans payer le coût réel de tout ce que ça coûte. Donc voilà, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de challenges, et moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je pense que de tout ce que j'ai fait depuis que je suis au Bon Coin, c'est quand je suis passé lead que j'ai pris le plus de charges pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire pas si longtemps d'un point de vue professionnel, mais quand même, je suis obligé de dire non à des réunions. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Avant, si quelqu'un veut faire une réunion avec moi, il prend mon agenda est à jour, il met une réunion et point. Et depuis que je suis lead, je disais ça aussi aux gens. Si tu veux faire une réunion avec moi, tu prends un point dans mon agenda, n'hésite pas. Puis je me suis retrouvé avec plus de place dans mon agenda, ni pour bosser, parce que lead au Bon Coin, c'est 50% de mon temps. 50% de mon temps, je suis lead, 50% de mon temps, je continue d'être développeur dans mon équipe comme avant. Et donc, l'idée, c'est de jongler de manière plus ou moins habile avec ce temps-là. Je n'avais plus de temps, je n'avais littéralement plus de temps. Je passais ma vie en réunion, j'avais perdu l'impression d'être efficace et tout. Et ça m'a demandé un petit peu d'organisation, un petit peu de rigueur. Une des questions sur qu'est-ce que ça nécessite d'être lead, c'est aussi l'organisation, quoi. La communication, l'organisation, c'est des trucs que je me suis mangé un peu fort et qui m'a donné une charge de travail supplémentaire. Voilà. Je ne sais pas si tu peux prendre une toute dernière question après. Est-ce que vous avez travaillé avec des nouvelles technos jamais vues? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, des technos jamais vus, je ne te cache pas qu'au Bon Coin, on n'est pas précurseur de trucs techniques qui sont... Il y a des trucs que tu n'as jamais vus, c'est sûr. La Blockade DB, c'est la base de données la plus lourde d'Europe. Elle est chez nous. Mais à part ça, non, on n'a pas trop de records techniques de trucs un peu spéciaux. Des nouvelles technologies, alors des jamais vues, non, mais des nouvelles technologies, oui, très, très énormément. On fait du machine learning, on fait, tu vois, il y a beaucoup d'analyses de modèles, de création et d'analyse de modèles pour être capable de pré-remplir des formulaires de dépôt, pour être capable de détecter de la fraude, pour être capable de, je sais pas moi, quelconque façon détecter avec la data que ton produit il peut nécessiter des améliorations à cet endroit du parcours. Et donc, ouais, ça, c'est des nouvelles technologies. On POC gRPC, on est sur Kubernetes, on tente des trucs avec alors je vais parler technique, mais des sidecars avec Istio pour faire plein de choses un peu sympas. Mais oui, ça prend énormément de temps. Et c'est pas quelque chose qu'on fait dans une équipe, justement. Alors, il y a des équipes qui font ça à plein temps parce qu'ils sont formés pour ça, mais si on veut prendre ça en considération et si on veut monter en compétence dessus, on passe par la guilde.
Et la guilde, elle est vraiment là pour nous aider à ça. Si on veut commencer à se dire, tiens, on va faire du machine learning chez telle équipe parce qu'on a besoin d'en faire, la guilde peut t'aider à te former. Le Bon Coin peut prendre des intervenants extérieurs pour te former. Tu peux, toi, avoir une formation que tu choisis dans l'année pour te former. Et enfin voilà, globalement, Le Bon Coin nous suit à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, on l'a globalement, donc c'est quand même plutôt cool. Est-ce qu'il faut que les stagiaires soient des étudiants ou même les diplômés peuvent avoir un stage? Alors là, c'est des trucs qui sont légaux. Je ne connais pas les subtilités légales. Donc, un stagiaire étudiant, oui, je pense que ça marche. Un stagiaire diplômé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Du coup, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Désolé. De toute façon, on va mettre un terme au webinaire. Et pour tous les sujets d'offres de stage, d'offres d'emploi, je diffuserai ça sur le réseau Modulo. En tout cas, mille merci Alexis pour ton expérience. C'était hyper intéressant d'avoir un petit œil sur les équipes tech et le fonctionnement des équipes tech chez Le Bon Coin. Ça donne hyper envie de venir travailler chez vous. Donc vraiment, c'était très très chouette en tout cas comme partage d'expérience. Merci beaucoup pour ton temps. Et merci à toi, Claire, de nous avoir contactés, de nous avoir invités. C'était chouette. Merci à tous les gens qui ont posé des questions aussi. C'est cool quand c'est interactif et qu'il n'y a pas une monodiscussion. Donc non, c'était chouette. Merci de m'avoir invité. Ouais, un grand merci et à plus tard. Salut Alexis. Salut. Merci à tous.